Salut à toi, explorateur du passé. Aujourd'hui, je t'emmène dans une aventure épique, pleine de batailles, de rêves démesurés et d'éléphants de guerre. Oui, tu as bien entendu, des éléphants en plein champ de bataille. On parle aujourd'hui de Pyrrhus, ce roi grec tellement ambitieux qu'il a donné son nom à une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, une victoire à la Pyrrhus. Mais au fond, qui était Pyrrhus? Pourquoi ses victoires étaient-elles plus problématiques que triomphales? Et surtout, comment a-t-il failli renverser une des civilisations les plus célèbres de l'histoire, Rome? Accroche-toi, car on part pour une épopée entre la Grèce antique, l'Italie et la Sicile, où chaque décision peut changer le cours de l'histoire. Avant tout, plantons le décor. On est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le bassin méditerranéen est une véritable marmite bouillante. À l'est, les successeurs d'Alexandre le Grand se battent comme jamais pour les restes de son empire. À l'ouest, une petite république appelée Rome commence à grignoter du terrain en Italie, encore loin de l'empire qu'on connaît, mais elle est déjà ambitieuse, très ambitieuse. Et c'est dans ce contexte que débarque notre héros du jour. Pyrrhus, roi d'un petit royaume grec appelé l'Épire, situé au nord-ouest de la Grèce actuelle. Pyrrhus, c'est un survivant. Enfant, il a été exilé, mais il a récupéré son trône grâce à son talent militaire et à sa détermination. Bref, c'est un gars audacieux, brillant stratège et, disons-le, un peu mégalomane. Mais Pyrrhus ne veut pas juste être roi d'un petit coin de Grèce. Non, il rêve de grandeur. Et pour lui, l'Italie et ses cités grecques qui se trouvent sous la menace de Rome sont une opportunité en or. C'est là qu'une cité en particulier, Tarente, joue un rôle crucial. Imagine, tu es Tarente, une riche cité grecque du sud de l'Italie. Tout va bien jusqu'à ce que Rome, cette jeune puissance, commence à te menacer. Que fais-tu? Tu appelles à l'aide et qui répond? Pyrrhus, bien sûr. Pour Pyrrhus, cette demande est une aubaine. D'un côté, il peut jouer les sauveurs des Grecs d'Italie, renforçant son image de leader. De l'autre, c'est une excuse parfaite pour lancer une grande conquête. Son plan est clair, il va repousser les Romains, unifier les Grecs d'Italie, conquérir la Sicile et peut-être même s'attaquer à Carthage, l'autre grande puissance de la Méditerranée. Pour ce faire, Pyrrhus rassemble une armée impressionnante, 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers, 2 000 archers, 500 frondeurs et 20 éléphants de guerre. Oui, des éléphants, des vrais. Imagine l'effet sur le champ de bataille, à une époque où beaucoup n'en avaient jamais vu. Ces bêtes étaient l'équivalent des tanks modernes. Premier round, la bataille d'Héraclée. En moins 280, Pyrrhus débarque en Italie avec son armée où il affronte les Romains pour la première fois. Et franchement, les Romains impressionnent. Leur discipline et leur organisation surprennent Pyrrhus, qui aurait dit « Avec une armée comme celle-là, je pourrais conquérir le monde. » Mais Pyrrhus a un atout, ses éléphants. Quand il les lâche, c'est la panique dans les rangs romains qui n'ont jamais vu de telles créatures. Résultat, victoire pour Pyrrhus. À quel prix? Pyrrhus perd des milliers d'hommes. Et en territoire étranger, chaque perte est difficile à remplacer. Deuxième round, la bataille d'Osculum. En moins 279, Pyrrhus affronte à nouveau les Romains. La bataille est encore plus sanglante. Pyrrhus finit par gagner, mais une fois encore, il perd beaucoup trop de soldats. C'est après cette bataille qu'il aurait dit sa fameuse phrase. Encore une victoire comme celle-ci et je suis perdu. Pyrrhus réalise que, face à Rome, il ne pourra pas gagner une guerre d'usure. Les Romains, eux, semblent inépuisables et inarrêtables. Après ces victoires coûteuses, Pyrrhus change de stratégie. On lui propose de venir en Sicile pour chasser les Carthaginois. Ça lui semble être une bonne idée. Il débarque sur l'île, remporte quelques succès et se fait proclamer roi de Sicile. Mais Pyrrhus a un problème, son tempérament. En Sicile, il devient autoritaire, imposant des réformes qui ne plaisent pas du tout aux locaux. Résultat, les Siciliens se retournent contre lui. Pyrrhus, voyant que ça tourne mal, décide de quitter l'île et de retourner en Italie. Et là, c'est la catastrophe. En moins 275, il affronte les Romains pour la dernière fois à Bénévent. Mais cette fois, il est vaincu. Pyrrhus n'a plus d'autre choix que d'abandonner ses rêves italiens et de rentrer en Grèce. Pyrrhus finit sa vie sur une note bien moins glorieuse. Quelques années plus tard, il meurt dans une guerre locale, tué par une vieille dame qui lui balance une tuile sur la tête depuis son balcon. Oui, une tuile. Pas très épique, hein? Et son histoire n'est pas un échec total. Les campagnes de Pyrrhus ont laissé un impact durable. Pour les Romains, c'était une leçon précieuse. Ils ont vu ce que pouvait faire un général talentueux avec des forces innovantes comme les éléphants. Après Pyrrhus, Rome perfectionne ses armées et adopte de nouvelles tactiques qui feront d'elle une superpuissance. Et pour nous, Pyrrhus reste le symbole d'un homme qui a visé haut mais qui a payé le prix de son ambition. Ses victoires, aussi coûteuses soient-elles, nous rappellent que gagner une bataille ne suffit pas si on perd la guerre. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Pyrrhus? Que le succès sans stratégie sur le long terme peut mener à la défaite.
Pyrrhus, malgré son talent, est tombé dans le piège des ambitions démesurées. Si cette histoire t'a inspiré, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi pour encore plus d'histoires épiques et dis-moi en commentaire si tu penses que notre Pyrrhus aurait pu vaincre Rome s'il avait été plus prudent ou était-ce perdu d'avance. Dans tous les cas, à très vite et pour une nouvelle plongée dans l'histoire.